Bon, alors j'avais une super vidéo pour vous, ça parlait de l'Alabama, ça parlait de la guerre civile, ça parlait de ségrégation, ça parlait de la Confédération. C'est une vidéo géniale que YouTube ne veut pas monétiser, donc on va attendre qu'il fasse la review manuelle, et je voulais quand même vous proposer du contenu cette semaine. Alors bon, comme j'ai pas beaucoup de temps, on va tomber dans les cheap tricks d'internet et on va aller commenter une vidéo parce qu'en fait YouTube m'a recommandé une vidéo donc d'une francophone qui parle des États-Unis et qui nous donne 10 raisons de ne pas venir immigrer aux États-Unis. Donc je connais absolument pas sa chaîne, j'ai pas encore vu cette vidéo. Donc on va voir, je pense que c'est une personne francophone qui habite aux États-Unis. Donc c'est quelqu'un qui a fait le choix d'émigrer mais qui nous donne 10 raisons de ne pas venir aux États-Unis. Donc allez, on va regarder la vidéo ensemble et je vais vous donner ma réaction en live. Il y aura sans doute certains points qui risquent d'intéresser les gens qui sont peut-être intéressés d'aller immigrer aux US. Allez, c'est parti. Comme vous l'avez vu par le titre, je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles vous ne devez absolument pas venir aux USA. Ok, et petit disclaimer, juste pour dire que là, c'est des expériences que je partage. Ok, donc c'est du vécu, c'est voilà, des expériences que des amis, des connaissances ici aux USA ont vues. Et ça se passe de façon, like, it's real, c'est vrai en fait. Donc c'est quelque chose que vous ne verrez jamais à la télé, jamais dans les médias. Et donc voilà, c'est pour en fait mettre un petit peu de lumière, pour vous donner un petit peu la réalité de ce qui se passe sur le terrain ici aux USA. Eh bien, la décision finale reste la vôtre, hein, ok? Donc après avoir regardé la vidéo, si vous décidez quand même de venir aux USA, ben, c'est votre choix. Moi, je vous dis pas de ne pas venir ici de façon catégorique, non. C'est juste des expériences que je partage et voilà, la décision est la vôtre, ok? Donc, à bon entendeur, salut. Première raison, c'est... Ouais, alors déjà, je trouve ça super cool. Moi, j'ai plein de raisons comme ça dans ma tête qui font que, de toute façon, ça me paraît évident qu'il y a certaines personnes qui vont pas se plaire aux États-Unis. Le but de ma chaîne, ça n'a jamais été de convaincre les gens de venir déménager ici. Donc voilà, 10 raisons. Moi, je suis curieux de savoir ce qu'elle a trouvé. Que la vie est très difficile ici aux États-Unis. C'est pas facile de s'en sortir ici aux USA avec un seul boulot. Donc, la plupart des gens que vous allez rencontrer font ou ont minimum 2 jobs. Donc, ils ont peut-être un job pendant le week-end et un autre boulot en semaine. Il faut dire en fait que les gens font work to live. C'est pour dire en fait que tu travailles pour pouvoir survivre en fait. Parce que la vie est tellement chère que si tu as un seul job ne va pas suffire en fait. Et là, quand tu es célibataire, là, c'est encore mieux, ok? Mais quand tu es marié, tu as des enfants, ça devient plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de charges et encore plus de responsabilités à gérer et tout ça. Donc voilà, à part ceux qui sont riches, bien évidemment, quand tu es riche, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de boulot. Tu es riche, tu as des revenus passifs, n'est-ce pas? Donc tu n'as pas besoin de vraiment travailler. Mais je parle de façon générale, la population, en majorité ici aux États-Unis, la population n'est pas riche. Il faut savoir qu'il n'y a que 1% de la population qui est riche. Ok, donc le reste là, c'est les pauvres et la classe moyenne. Donc tout le monde travaille très dur pour pouvoir s'en sortir et un seul boulot. Bon, j'imagine qu'elle dit qu'il y a 1% de la population, d'une population de rentiers. J'imagine que c'est pareil en France. Aux États-Unis, c'est vrai que beaucoup de gens, surtout moins de 30 ans, donc sans enfants, comme elle dit, vont avoir plusieurs boulots. C'est le cas de ma fiancée, par exemple, qui, en plus de l'université, travaillait à 1 voire 2 endroits différents en même temps, donc en fait elle cumulait les jobs. Après c'était plus des jobs étudiants, mais bon après c'est vrai qu'il y a des adultes qui sont pas forcément avec des diplômes et qui sont obligés de cumuler plusieurs emplois. Moi les gens autour de moi l'ont fait par choix. Alors c'est parce que c'était soit il y avait un des boulots qui rapportait plus à mi-temps et un autre boulot mi-temps qui était plus un boulot passion, par exemple travailler avec des chiens. Je pense à quelqu'un dans mon entourage qui aimait bien travailler avec des chiens, mais qui en même temps ça payait pas tellement, donc il allait bosser dans des boulots plus tertiaires, bancaires, ce genre de choses. Voilà, après la vie, vous en tant qu'expatrié, si vous êtes français, européen et que vous avez un visa pour aller aux États-Unis, de toute façon votre visa va être conditionné au fait que vous ayez un emploi. Donc de toute façon vous pouvez pas cumuler les jobs et il va falloir un emploi qui peut subvenir à vos besoins. C'est un des critères d'obtention de visa. Vous pouvez pas avoir un job précaire aux États-Unis. Enfin, vous pouvez pas obtenir un visa de travail en ayant un job précaire. C'est vraiment faut
pour répondre à certains critères. J'imagine que là, dans son cas, elle parle de visa loterie. Donc, dans ce cas-là, vous avez obtenu la loterie, vous avez le droit d'aller aux États-Unis, vous avez une green card. Et là, bien entendu, eh bien, si vous n'avez pas de qualification, eh bien, vous serez dans des emplois précaires, enfin, comme dans n'importe quel pays, finalement, où vous n'avez pas de diplôme. Ça suffit pas, ok? Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont payés $7,25 l'heure. $7,25 l'heure, c'est... Pour ceux qui sont de l'Afrique, vous allez vous dire que c'est beaucoup. Parce que vous ne comprenez pas, en fait, que le coût de vie ici et le coût de vie en Afrique, c'est pas pareil. Ouais, alors $7,05 de l'heure, c'est le salaire minimum au niveau fédéral. Après, il faut savoir que certains États ont des salaires plus hauts et effectivement, comme elle le dit, ça ne suffit pas pour vivre aux États-Unis. Même dans un État pauvre, même dans un État les plus pauvres des États-Unis où les choses ont tendance à être moins chères. Je pense à l'Oklahoma, Mississippi, ce genre d'État. $7,50 de l'heure, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, quand vous allez convertir, vous allez vous dire que c'est beaucoup et tout ça. Mais ici, il faut savoir que la première des choses, quand tu reçois ton salaire, il y a les impôts qui vont prélever. Je pense que ça, c'est un autre point que je vais mentionner un petit peu plus tard. Mais il faut savoir qu'un boulot, ça suffit pas. La vie est très, très, très dure. Le deuxième point... Bon, après, à $7,50 de l'heure, tu payes pas beaucoup d'impôts, heureusement. Donc, il y a une partie des charges, bien sûr, mais bon. Ça reste quand même la grande majorité dans la poche sur ces très bas salaires. C'est que le loyer est hyper cher. Que ce soit à New York, en Californie, en Pennsylvanie. Il faut savoir que dès que tu reçois ton salaire, le loyer prend pratiquement plus de la moitié de ton salaire. Et ça fait tellement mal pour quelqu'un qui a travaillé hyper dur pour voir son argent partir comme ça dans le loyer. Et là, je parle de ceux qui vivent en appartement et même également ceux qui ont des maisons qui payent le mortgage, donc l'argent mensuel pour la maison et tout ça. Mais il faut savoir que de façon générale, la première des choses qui occupe le salaire, c'est le loyer. Le loyer est hyper cher. On va te parler, par exemple ici à Philadelphie, minimum $1,000 pour une chambre salon. Imaginez si vous avez des enfants, vous avez une femme, des enfants, vous n'allez pas vivre dans un studio, n'est-ce pas? Vous allez devoir prendre peut-être une chambre salon ou 2 chambres salon. Et là, imaginez le prix. $2,000 par mois seulement pour un appartement. Et combien de personnes reçoivent ça? Ok, disons que vous êtes la seule personne qui travaille, votre femme ne travaille pas ou bien votre mari ne travaille pas, ça va pas aller du tout. Tu as jusqu'au 5 du mois, ou voilà, ça dépend des appartements, mais tu as jusqu'au 5 du mois pour pouvoir payer le loyer. Si tu payes pas le loyer, on t'envoie en justice. C'est pour dire en fait que ici tout est réglé, tu payes pas, c'est pas comme au pays, tu payes pas, tu vas demander pardon, est-ce que je peux payer dans 2 semaines, j'ai pas encore reçu mon salaire. Ici, tu as ton salaire ou tu n'as pas ton salaire. Le loyer, quand la date est arrivée, tu payes. Tu payes pas, on te fait sortir de la maison. Ouais, bah ça c'est le truc des USA, effectivement. Si tu payes pas ton loyer, t'es jeté tout de suite. Après, je pense que là, plus on va dans la vidéo et plus je me rends compte que c'est une vidéo qui s'adresse plus à des gens potentiellement en Afrique, mais ça peut s'appliquer à des Français qui ont obtenu la green card par loterie et qui se retrouvent un peu dans cette situation du je déménage aux États-Unis, j'ai pas forcément des grosses qualifications, je parle pas forcément super bien anglais, j'ai du mal à trouver un travail. Donc effectivement, si c'est votre cas et que vous avez obtenu une green card par loterie et que vous n'êtes pas dans dans une situation où vous pouvez avoir un salaire confortable, parce que bien entendu les loyers qu'elle raconte, alors c'est vrai, par exemple à Denver, vous arrivez vite à payer, là où j'ai habité avant, vous arrivez vite à payer $1,000 par mois pour une pièce 50 mètres carrés. Et bien sûr que c'est vrai, mais si ces loyers sont à ce prix-là, c'est parce que la classe moyenne qui habite à ces endroits-là arrive à le payer. Et donc effectivement, si vous n'arrivez pas à vous mettre dans le milieu classe moyenne dans ces grandes villes, donc Colorado bien sûr, mais Californie comme a dit, New York, Philadelphie, bien entendu vous pourrez pas y vivre, vous serez en situation précaire. Donc si vous êtes dans un pays, je sais qu'il y a des Africains qui suivent la chaîne The American Dream, si vous obtenez la green card via le process de loterie, éloignez-vous des grosses villes. Je sais que c'est plus facile d'avoir un emploi, mais vous allez effectivement vous ruiner avec les loyers juste avec ça. Donc tu vas aller en justice pour ça. Donc c'est pour dire en fait que c'est pas du jeu. La vie est hyper chère. Le loyer occupe plus de la moitié du salaire. En troisième partie, plus de la moitié du salaire en ville, c'est vrai. Il y a la dépression. La dépression, c'est vrai que les gens n'en parlent pas, mais c'est quelque chose d'assez réel en fait. Parce que quand tu viens ici, tu ne connais personne. C'est un environnement nouveau pour toi. Tu te sens seul. Tu commences à repenser au moment avec la famille et tout ça.
et tu sombres, tu te mets à pleurer, tu sais même pas pourquoi. C'est pour dire en fait que la dépression, ça existe. Les gens n'en parlent pas, mais ça existe. Parce que quand tu viens quelque part, tu connais personne, c'est pas facile de s'adapter. Ok, si tu as déjà la famille, ok, tu as un oncle, une soeur, un frère quelque part, ça aide. Ils peuvent te montrer un petit peu les différents coins, les différentes techniques à adopter et tout ça pour pouvoir s'en sortir et tout. Mais imaginez quelqu'un qui vient seul ici, qui ne connaît personne. C'est comme si tu vas dans une île déserte, tu ne connais personne. Comment est-ce que tu vas s'en sortir? La dépression ne va pas tarder en fait. Et surtout pendant l'hiver, quand c'est la première fois pour toi de voir la neige, de voir le froid et tu n'es pas vraiment adapté, tu sais pas quoi faire et tout ça, tu n'as personne à qui parler, à qui t'adresser, bah, tu vas sombrer dans la dépression. C'est ce qu'on appelle homesick. Donc c'est en fait le mal du pays. Tu commences à penser au bon moment où tu étais avec la famille, les amis, tu commences à penser à la nourriture que tu mangeais et là tu ici, tu n'arrives pas à trouver cette nourriture et tout ça. Tout ça, ça contribue en fait à la dépression et c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très, très sensible. Ok, il faut vraiment faire attention à ça, sinon beaucoup tombent dans la dépression et vous savez que ça c'est un stigma en fait en Afrique. On ne parle pas de dépression. On va te dire, oublie ça et tout ça. On va pas vraiment se mettre à ta place. Il n'y aura pas d'empathie, en fait. Et une fois que tu as la dépression, c'est tellement facile de sombrer, en fait, dans tellement de vices. Vous voyez, la drogue et tout ça. Et puis, ça va te conduire à la rue. Tu seras à la rue, tu n'as plus d'emploi, tu n'as plus de domicile, tu ne sais quoi faire. Vous voyez, tout ça, c'est pas bon non plus. 4e position. Ouais, clairement. Après, ça, c'est un problème qu'il y aura dans tous les pays. Les États-Unis ont cet avantage-là qu'on est quand même très connecté à la culture américaine, que ce soit par les films, partout. Là, j'imagine que dans beaucoup de pays, dans les universités, il y a des étudiants américains, en tout cas des étudiants anglophones. On a tendance à apprendre l'anglais plus tôt, plus que d'autres langues dans beaucoup de pays. Donc, les États-Unis ont cet avantage-là qu'on a quand même. Même si on n'a pas grandi aux États-Unis, mais si on sera jamais vraiment profondément américain et qu'on sera toujours qu'un visiteur, on est quand même bien imprégné de la culture avant d'y aller. Mais bon, après ce problème de homesick, comme elle dit, de mal du pays, c'est quelque chose qu'on aura partout, bien sûr. Tout recommencer à zéro. Ça, c'est quelque chose que beaucoup n'en parlent pas. Ok, vous devez recommencer tout à zéro quand vous venez ici avec un diplôme étranger. Il faut savoir que les États-Unis ne vont pas reconnaître votre diplôme étranger. Même si vous étiez docteur dans votre pays, vous étiez pharmacien, quoi que ce soit, vous devez soit recommencer tout à zéro, ou bien soit vous allez travailler quelque part, travailler dans un petit magasin alors que vous êtes docteur dans votre pays, mais vous n'allez pas recevoir l'argent digne de votre diplôme. C'est quelque chose qui choque dès le départ si vous n'êtes pas assez fort mentalement, ça vous allez prendre un coup. C'est pas facile du tout. Et quand vous allez recommencer à zéro également, c'est pas free. C'est pas gratuit. Vous devez payer pour les cours, vous devez payer pour les livres et tout ça. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu et tout ça. Donc, ça veut dire que c'est pas facile du tout. Et donc, c'est des choses que personne n'en parle. Mais c'est réel. Le 5e. Ouais, c'est vrai, complètement. La plupart des diplômes ne sont pas reconnus. Donc, par exemple, si vous arrivez avec votre BTS français, ils vont faire des gros yeux, ils vont dire qu'est-ce que c'est. Après, vous pouvez essayer de trouver des équivalences. Là, elle précise bien. Bon, pour docteur pharmacien, moi, j'imagine que effectivement, il y a des critères un peu plus stricts. Ils veulent que ça vienne d'une école agréée, ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que j'imagine que vous avez un diplôme de pharmacien de je sais pas quel pays et que vous arrivez aux États-Unis, ça ne m'étonne pas qu'il soit pas reconnu. Par contre, dans tous les autres métiers où ça va être un peu moins spécialisé, parce que mon médecin, c'est un peu comme pilote d'avion, c'est voilà ce genre de métier où on demande des qualifications très très précises et finalement de cocher des cases beaucoup. Mais bon, si vous avez de l'expérience dans la vente en Europe par exemple, que vous avez travaillé en tant que développeur de logiciels en Afrique, les entreprises aux États-Unis vont vous donner beaucoup votre chance sans trop regarder les diplômes comme en France. En France, bon, c'est en train de changer, mais en France, on aime bien regarder les diplômes et dire ah bah t'as fait au moins un master ou ah c'est bien et t'as tant d'années d'expérience. Et ça compte plus que de parler avec la personne, de faire un peu confiance et de voir en fait si finalement le candidat sait de quoi il parle. Il y a beaucoup de ça aux États-Unis, il y a beaucoup de recrutements qui se font en fait au feeling parce que aussi c'est facile de licencier. Donc il y a cet avantage-là. Mais oui, après pour mes médecins, c'est quelque chose qui, j'imagine qu'il y a une grosse barrière à cause du diplôme. Mais voilà, juste pour préciser que si vous venez par exemple de la vente, ou que vous êtes développeur, des choses comme ça,
vous pourrez plus facilement trouver un emploi aux États-Unis malgré que le diplôme soit pas transférable. Ce qui est compliqué, c'est si vous voulez reprendre vos études que vous avez commencé, mettons, en France ou en Belgique, et les continuer aux États-Unis. Alors, moi, dans mon université aux États-Unis, ils avaient fait des transferts de crédit. En fait, vous passez devant un professeur qui va valider que vous avez bien les compétences et qui va en gros, vous faire démarrer en 2e ou 3e année, par exemple. Mais voilà, c'est un peu plus compliqué. Ça dépend des universités. Il va falloir défendre votre dossier, ce genre de choses. Donc, bien sûr, c'est plus difficile. Le point, c'est que ici, c'est chacun pour soi, en fait. Donc, c'est le côté individualiste, en fait. De façon générale, aux USA, c'est chacun pour soi. Tu fais tout pour toi, mais tu nettoies ta pelouse, tu nettoies ta voiture, surtout pendant la neige. Et ceux qui habitent en appartement, qui garent sur la route, si tu nettoies la neige et que tu sors ta voiture, c'est pas ta place garantie parce que vous garez sur la route. Donc, si tu as sorti, quelqu'un peut venir garer à ta place. Donc, tu vas pas dire que parce que tu as nettoyé la neige là, c'est ta place. Pas du tout, ça se passe pas comme ça, en fait. Donc, c'est chacun pour soi. Et imaginez, si vous avez des enfants, il n'y a pas de servante ici, ok? Il y a pas de nounou, à moins que vous voulez payer pour ça. Et comme j'ai mentionné, c'est très cher. Si vous devez travailler, monsieur et madame travaillent, l'enfant, qui va garder l'enfant, à moins que vous avez des amis qui soient gentils, qui offrent de garder vos enfants pendant que vous soyez au boulot. Mais là encore, c'est compliqué, ok? Parce qu'il faut vraiment avoir confiance en ces gens-ci. Mais de façon générale, c'est chacun pour soi. Tu t'occupes de ta maison, tu balayes, tu enlèves la neige. Et puis voilà. En 6e position... Alors, je sais pas d'où elle vient, je sais pas comment ça se passe chez elle, mais moi, mon expérience là-dessus, c'est qu'en France, chacun pour soi, il est pire qu'aux États-Unis. Bon, après, cet exemple avec la neige est un peu spécifique, mais en France, il y a beaucoup de, je défends ce que j'ai parce que le gouvernement me taxe déjà suffisamment, et surtout en France, il y a on n'a pas envie d'aider le mec qui est plus riche que soi, et ça pour le coup, c'est quelque chose que vous aurez pas aux États-Unis. Donc voilà, je sais pas d'où elle vient, mais moi j'ai vraiment pas cette impression qu'il y a plus de chacun pour soi aux États-Unis. J'ai vraiment l'impression qu'il y a plus d'entraide entre voisins qu'en France. Donc ouais, je partage pas vraiment ce qu'elle est en train de dire ici. Il faut savoir qu'il y a les impôts qui sont très élevés, et ça dépend également des États. Il y a des États qui ont des impôts moins élevés que d'autres, mais de façon générale, les impôts sont élevés. Quand tu reçois ton salaire, on te donne le salaire après avoir prélevé les impôts. Et ça fait tellement mal que quand tu regardes ton salaire, tu as envie de pleurer en fait, parce que tu te dis que tu as travaillé hyper dur et tout ce qu'on enlève comme taxes, comme impôts et tout ça, tu ne vois pas en fait le but. Parce que je prends un exemple très précis. Ici à Philadelphie, les routes ne sont pas bonnes du tout. Il y a beaucoup de trous partout. Et quand tu reçois ton salaire, tu vois qu'ils ont enlevé toutes les taxes. Tu te demandes, mais ça sert à quoi? Si vous ne réparez pas les routes, les lampadaires ne marchent pas et tout ça, les points sont noirs. Mais au final, les taxes que vous prélevez, ça sert à quoi en fait? Quand tu reçois ton salaire, auquel ils ont déduit les taxes et tout ça, également si tu as une assurance maladie, ils vont prélever l'assurance maladie. Si tu as une assurance pour les yeux et tout ça sera prélevé avant qu'on te donne le salaire. Le salaire que tu vas recevoir maintenant, tu vas commencer à calculer, enlever le loyer, enlever la crèche pour l'enfant, commencer à penser à comment vous allez payer la nourriture pour la maison, l'électricité, l'eau et tout ça. Ça fait beaucoup. Donc c'est pour ça que je repars toujours sur le point numéro 1, c'est que la vie est hyper chère. Un boulot ne suffira pas pour tout ça. Ok. En 7e position. Voilà, il y a 2 points là que je retiens ici. Alors oui, les impôts sont élevés, mais ils sont moins élevés qu'en France ou en Belgique, par exemple. C'est parce que ici, votre salaire aux États-Unis, la plupart des charges, donc des impôts, tout ça, sont placés sur le salarié et pas tellement sur le patron. Donc en fait, vous avez facilement un gros salaire, un salaire qui peut paraître beaucoup pour l'Europe. Par exemple, vous avez assez facilement, si vous avez un master aux États-Unis, vous avez dans une grande ville, vous avez assez facilement un salaire à 6 chiffres, donc à plus de 100 000 € par an, ce qui paraît complètement incroyable en France. Mais en fait, effectivement, c'est parce que le gouvernement va vous prendre 30 à 35% d'impôts. Donc en comptant tout, hein, en comptant l'assurance santé, en comptant l'impôt sur le revenu, en comptant les cotisations sociales, retraite, tout ça.
à peu près 35%. Donc effectivement, on a l'impression qu'on vous prend un tiers de votre salaire tous les mois, et c'est ce qu'elle décrit, que voilà, votre salaire qui est déduit. Après, faut relativiser. Et si vous regardez la pression fiscale des Américains par rapport à un Français, un Américain paye beaucoup moins d'impôts qu'un Français, à peu près moitié moins. J'ai une vidéo là-dessus d'ailleurs, je vous le mets en description, là, des taxes aux États-Unis. Mais en fait, toute cette impression, ça vient du fait qu'on voit son salaire avant toutes les charges aux États-Unis, alors qu'en France, il est déjà masqué parce que l'employeur a déjà payé presque 40% des charges. Donc voilà. Ensuite, son deuxième point, c'est que, et là, j'imagine qu'elle habite dans le nord-est des États-Unis, donc New York, Washington, Philadelphie, donc cette région-là. Elle dit, je comprends pas où vont mes taxes. Eh bien, je suis désolé pour toi, mais j'ai l'impression que tu habites dans une grande ville démocrate, et donc effectivement, ce sont les villes qui ont tendance à le plus taxer, et on ne sait pas où va l'argent, parce que effectivement, les routes sont même moins bien entretenues que là-bas, que par exemple au Texas, ici, où je paye pas d'impôt sur le revenu d'ailleurs. Ça, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Mais ouais, ça va dépendre de comment les villes et les États gèrent leur argent, mais effectivement, le nord-est des États-Unis, c'est le repère démocrate. Ne pensez pas, en fait, que vous allez avoir une vie stable dès le get-go, dès le départ, en fait. Parce qu'il y a beaucoup qui se disent, en fait, que les USA, il y a beaucoup d'opportunités, tout ça. Tu vas aller, tu vas avoir une vie stable, tu vas avoir un bon boulot, tout ça. Oui, en travaillant beaucoup, oui, mais c'est pas quand tu vas arriver un mois après, tu vas recevoir beaucoup d'argent comme ça sur le coup. Non. Donc, si c'est cette idée que vous avez en tête, cette idée erronée de la chose des USA, je vous dis, commencez à enlever ça de la tête, parce que ça marche pas comme ça, en fait. En 8e position, ouais, c'est vrai, bien sûr, faut pas s'imaginer que c'est non plus l'Eldorado incroyable où vous allez arriver et tout le monde va vouloir signer des contrats avec vous. Non, il faut quand même travailler dur. Un point là-dessus, si vous êtes expatrié, je prends toujours ce cas français parce que je suis français aussi, vraisemblablement vos premiers visas vont avoir une durée limitée, ça va être soit 1 an, ça va être soit 18 mois, donc effectivement vous n'allez pas être stable dès le départ, juste parce que intrinsèquement vos visas vont avoir une durée limitée, finalement très court, on y arrive très vite à 18 mois de limite. Moi j'étais étudiant pendant 1 an, donc pareil, en fait il y avait ces TikTok, hein, tu comptes les semaines finalement, parce que si tu restes, moi je suis resté 10 mois, mon premier séjour aux États-Unis, eh bien ça nous fait 40 semaines, mettons. 40 semaines, ça défile très vite. Donc en fait, il y a un compte à rebours qui se déclenche à partir du moment où vous commencez à émigrer, parce qu'au début, vous allez avoir des visas courts. Encore une fois, je pense que dans son exemple, elle parle à des gens qui ont obtenu la green card via la loterie, et donc qui sont là pour au moins 5 ans, donc pour une plus longue durée, mais dans un cas plus réaliste d'Européens qui récupèrent des visas via des entreprises, des travail ou en étant étudiant, vous aurez un compte à rebours qui va se déclencher à partir du moment où vous allez immigrer, qu'effectivement vous attendez pas que ce soit stable. Moi quand je suis arrivé, je signais pas des baux pour des appartements, parce que en général ils vont vous faire signer un bail d'1 an. Si votre visa dure 18 mois, vous allez avoir ces 6 derniers mois où ça va être compliqué. Donc moi je trouvais des colocataires que je payais en liquide. Enfin voilà, c'était des petites annonces, des choses comme ça. Et vous êtes toujours un petit peu en mode il me faut une voiture qui est facile à revendre, parce que qu'est-ce qui se passe dans 18 mois, vers quoi je vais rebondir. Donc effectivement vous n'allez pas être dans une situation stable. Jamais vous montrer qu'il y a des SDF aux États-Unis. Il y en a tellement, mais tellement. À chaque carrefour, quand tu passes, tu t'arrêtes au feu rouge, tu vas avoir au moins 2 SDF. À chaque carrefour, ils sont tellement nombreux qu'au final, tu te demandes en fait, mais c'est les États-Unis que j'avais en tête, ou bien c'est quel États-Unis ça? Ouais, en fait, c'est pour dire, en fait, l'image que vous avez en tête là, c'est pas la réalité. C'est pas la réalité du tout. Donc, commencez à enlever ça de la tête, parce que la réalité ici, c'est dur. Très dur. L'assurance maladie, elle est hyper chère. C'est pas tout le monde qui peut avoir l'assurance maladie. Tu vas à l'hôpital, tu pourras pas payer pour les médicaments et tout ça. C'est compliqué. Bon, deux choses ici. Effectivement, il faut pas s'imaginer que les États-Unis c'est le deal incroyable où tout le monde est soit avocat, soit homme d'affaires. Il y a de la misère aux États-Unis. Il y a des gens sans abri, d'ailleurs, qui sont beaucoup moins cachés que dans certains pays d'Europe. Je sais pas d'où elle vient. Elle a l'air de venir. Elle sous-entend qu'elle est venue d'un pays d'Afrique, je sais pas lequel, donc je sais pas comment c'est chez elle, mais peut-être qu'ils ont une vision idéalisée de l'Amérique, mais effectivement non, ils ont et surtout si elle habite dans le nord-est des États-Unis, c'est pas étonnant qu'elle trouve des SDF un peu partout.
Après, ça va vraiment dépendre beaucoup des États. Par exemple, Denver, il y avait beaucoup de sans-abri, pas trop en dehors de Denver, dans le reste du Colorado, là où j'habitais avant, encore une fois. L'Utah, on n'en voit presque pas. Dans le Texas, là, c'est beaucoup moins de sans-abri. Ça dépend vraiment des États. Mais effectivement, faut pas s'imaginer non plus que voilà, tout le monde a une vie incroyable, là, avec, vous savez, le panier de basket au-dessus du garage, ce genre de choses. Non, vous allez voir de la misère, et je dirais même plus qu'en Europe, où en Europe, on a tendance à subventionner pour pas voir la pauvreté, alors qu'aux États-Unis, c'est un peu plus la réalité du terrain. Concernant l'assurance maladie, c'est vrai que l'assurance maladie est chère et qu'il y a beaucoup de gens qui décident de ne pas en prendre pour en faire l'économie. Après, voilà, je voudrais casser un petit truc. On va faire des vidéos sur l'assurance maladie aux États-Unis, mais non. Si vous avez une jambe cassée et que vous vous pointez à l'hôpital, on va vous soigner, bien entendu. Il y a serment d'Hippocrate, tout ça, mais bien entendu, vous allez devoir payer la facture après. Mais en tout cas, on va pas vous laisser devant le trottoir. La deuxième partie, c'est le côté privatisation. Le côté médical est vraiment privatisé. Presque tout est privatisé, même les ambulances sont privatisées. Donc, quand tu dois appeler une ambulance, ça sera très cher. Donc, le prix de l'ambulance est séparé du prix que tu vas payer pour les frais d'hôpitaux. Ok, disons que vous avez fait un accident, que vous devez prendre une ambulance pour aller à l'hôpital. L'ambulance que vous allez payer, le prix sera séparé des frais d'hôpitaux. Donc, quand on va vous prendre en charge dans l'hôpital et tout ça, ça sera séparé du prix que vous allez payer pour l'ambulance. Là, les gens préfèrent prendre le taxi pour aller à l'hôpital que de prendre l'ambulance pour aller à l'hôpital. Donc ça, si c'est un cas qui n'est pas assez urgent. Mais si c'est un accident vraiment compliqué, bon, il y a des gens qui le font quand même, hein, parce que il y a des gens qui sont là, ils ne sont pas prêts à payer parce qu'ils savent que l'argent qu'ils payent, en fait, n'est pas représentatif de l'aide qu'ils reçoivent, en fait, parce qu'ils se disent que c'est vraiment trop cher pour pouvoir payer $1000 seulement pour m'accompagner à l'hôpital. Les gens se disent en fait que ça n'a aucun sens, donc ils préfèrent prendre un taxi pour aller à l'hôpital. La vie est chère. Ce sont ceux qui sont riches, il n'y a pas de problème. Ils sont riches, ils peuvent avoir l'assurance, ils peuvent prendre l'ambulance matin, midi, soir, s'ils le désirent et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux de la classe moyenne et les pauvres même ne vont pas à l'hôpital. La majorité d'entre eux ne vont pas à l'hôpital parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas payer. Ils ne pourront pas payer. Et ils se disent que c'est mieux que je reste à la maison. Pourquoi aller à l'hôpital? Déjà que je n'ai pas un boulot assez stable, je vais aller ajouter encore les frais médicaux sur moi. Ça ne sera pas cool, ça ne sera pas possible du tout. Donc ils préfèrent rester à la maison avec la maladie, c'est le diabète qu'ils ont. Ils préfèrent rester comme ça. Mais c'est dommage, vous voyez, c'est dommage. Mais c'est la réalité des USA en fait. Tout ça, vous n'allez jamais savoir. Vous n'allez jamais voir ça à la télé, dans les médias. Jamais. Le dernier point. Ouais, alors pareil pour le système de santé. Alors pour les ambulances, moi j'ai jamais pris d'ambulance aux États-Unis, mais je connais un peu le système. En fait, c'est parce que les ambulances ici ce sont pas des taxis qui vous emmènent à l'hôpital. En France, par exemple, on va avoir des ambulances qui sont juste des voitures avec chauffeurs qui vont en fait vous emmener à l'hôpital. Ici, par contre, les ambulances, c'est vraiment ce qu'on imagine comme une ambulance, c'est le truc médicalisé avec un ambulancier qui a quand même des compétences en médecine à bord. C'est pas juste un taxi. Donc effectivement, ce genre de choses sont chères. Parce que en fait vous avez le médecin à bord quoi, complètement. Donc que les gens prennent le taxi pour aller à l'hôpital pour des non-urgences, oui, mais bien sûr que ça se fait. Ensuite, si vous êtes assuré, parce que la majorité des Américains sont assurés, parce que la majorité des Américains ont un boulot qui est stable et voilà, qui paye pour l'assurance, l'assurance va couvrir vos frais d'ambulance au moins pour les urgences. Voilà, vous allez pas pouvoir appeler l'ambulance et l'avoir gratos à tous les coups. Si vous avez juste besoin d'aller, je sais pas, faire une prise de sang annuelle, bien sûr, mais pour les urgences, oui, les assurances vont couvrir en général. Donc oui, voilà ce que j'ai à dire sur le truc. Après, c'est privatisé, effectivement. Encore une fois, bon, on fera d'autres vidéos sur le système de santé américain. Je vous le promets, c'est vraiment le truc le plus demandé. Mais oui, ça coûte de l'argent. Le point numéro 10. Ah oui, dernier point, hein. Je vais faire un petit point sur ces histoires d'urgence. La différence par rapport à la France. Après, je connais pas dans tous les pays. En France, quand vous avez un pépin qui est un peu grave, surtout la nuit, vous allez directement aux urgences. Parce que du coup, c'est simple, ils sont toujours ouverts. Et ensuite, vous restez 10 heures aux urgences et le mec vous dit que vous avez une gastro. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Aux États-Unis, pour le coup, il y a plein de petites cliniques, en fait, qui s'appellent des urgent care, où c'est des vrais médecins, hein, mais c'est pas, ils sont pas médicalisés comme des urgences. Enfin, voilà, ils vont pas
vont pas vous reluxer l'épaule, les trucs comme ça, mais vous allez avoir des petites urgences en fait qui sont ouvertes la nuit dans des petites cliniques, très petites cliniques où ils vont avoir 2-3 lits maxi avec 1 ou 2 médecins, pas plus, qui vont en fait vous accueillir et dans ces urgent care, vous avez pas d'attente vraiment, vous êtes pris en charge vraiment tout de suite, il y en a plein partout et vous êtes pris en charge tout de suite et ensuite si c'est grave bien sûr le médecin va vous envoyer à l'hôpital direct parce que c'est à l'hôpital qu'ils vont pouvoir faire vraiment tout le panel de médecine qu'il faut. Mais si vous avez un petit voilà pour les choses urgentes, vous êtes pas en train de mourir, vous pouvez aller dans un urgent care et voilà comment ça fonctionne un petit peu. Je spoil pour ma grosse vidéo sur le système de santé aux États-Unis, mais allez, on va continuer avec son dernier point. C'est la discrimination. Vous savez que les USA, c'est pas un pays parfait. Il y a la discrimination, que ce soit au boulot, que ce soit dans les supermarchés, dans la rue, tout ça. On vous traite différemment comparé aux autres. Et ça, c'est un sujet qui est vraiment réel. Je me dis que récemment, vous voyez les différentes manifestations qui se passent. C'est un point qui est réel. Donc, si vous venez ici aux USA avec une idée que vous serez traité de la même manière que tout le monde, c'est ce qu'on souhaite tous, n'est-ce pas? Mais c'est pas le cas ici. Il y a tellement de choses à surmonter pour pouvoir avoir une vie stable et tout ça. Voilà les raisons pour lesquelles vous ne devez absolument pas. Bon, alors ça c'est un point bien entendu. J'imagine qu'il n'y a pas de discrimination anti-noir. J'imagine que c'est ce qu'elle sous-entend. Bon, bien entendu, je peux pas vous dire que ça n'existe pas. Après, c'est marrant de dire ça alors que elle semble encore une fois habiter dans le nord-est américain où c'est censé être les plus progressistes et les plus tolérants, alors qu'en fait dans la réalité c'est là où il y a le plus de racisme. Écoute, viens au Texas et je pense que tu apprécieras la façon dont les gens s'en foutent absolument de la couleur de peau des gens. Mais voilà, après bon, je vais pas trop commenter sur la discrimination parce que j'ai beaucoup de vidéos sur ce côté-là. J'aurais bien aimé qu'elle développe un peu plus sur quelle discrimination elle a au supermarché. Est-ce que c'est des regards ou est-ce que c'est vraiment des commentaires? Est-ce qu'on la sert pas? Ça m'étonnerait beaucoup que ce genre de choses arrive aux États-Unis. Mais bon, après encore une fois. Enfin, moi, j'ai jamais reçu de discrimination en tant que Français, en tant qu'étranger. Après, je comprends que ça peut être différent avec quand on est noir. Mais voilà, j'aurais aimé qu'elle développe ce point parce qu'elle lâche ça un peu dans sa vidéo en mode il y a un peu de racisme, mais je détaille pas vraiment comment ça marche. Bon allez, cette vidéo est déjà assez longue. Bon, moi, j'ai rien contre cette personne. Je suis d'ailleurs, si tu regardes ma vidéo. Je vais me renseigner un petit peu plus. Je crois que tu viens de Côte d'Ivoire. Mais voilà, je voulais juste commenter la vidéo. Je trouve ça super bien d'avoir des francophones qui discutent de l'Amérique. Je voulais commenter sur certains points, donner ma réaction. Dites-moi ce que vous pensez de ce truc-là en commentaire. Honnêtement, j'ai fait cette vidéo. J'ai pas pour habitude d'aller commenter les vidéos des autres. C'est vraiment cheap parce que je voulais vous proposer du contenu cette semaine pendant qu'on attend que Google m'autorise ma super vidéo sur l'Alabama qui va arriver bientôt. Alors dites-moi si vous appréciez. Laissez un like à la vidéo pour m'aider avec l'algorithme YouTube. Inscrivez-vous si c'est pas déjà fait et allez vous inscrire sur sa chaîne si ça vous intéresse d'avoir un point de vue. Je sais qu'il y a des Africains qui suivent The American Dream. Ça peut peut-être être intéressant pour vous d'avoir des topics un petit peu plus voilà, avec une personne qui vient peut-être de votre pays où ça pourrait être un peu plus personnalisé. Donc voilà, allez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Vous êtes sur The American Dream. God bless America.